Bonjour à tous, c'est une petite vidéo sur le marché de la crypto aujourd'hui. Le Bitcoin tient bien les 20 859 pour l'instant, moins 0,34%. L'Ethereum 1234, ok dans le vert. XRP 34 centimes, 37 pour le Solana, vous voyez pour l'instant, bon, samedi là, rien d'extraordinaire. Je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo ce qui se passe à Celsius en fait. Également, c'est quoi un contrat futur, un contrat option. Donc vous allez comprendre après comment ça marche. Également l'euro, l'effondrement de l'euro, on verra. Voilà. Sur la feuille Excel, c'est quoi un contrat futur? Un contrat futur, en fait, c'est un instrument financier qui permet en fait d'acheter ou de vendre, en fait, spéculer à la hausse comme à la baisse, en fait, avec un effet de levier, en fait, un sous-jacent, qui peut être le blé, l'or, l'argent, Bitcoin, CAC 40, peu importe, d'accord? Et c'est un contrat standard, hein, régulé, centralisé sur la place du marché, 100% transparent via les carnets d'ordre. Les participants au marché ont les mêmes offres de prix. On connaît en fait le volume, bien sûr, exactement le volume d'achat et de vente via les carnets d'ordre. C'est pour ça que les gens qui font du trading, le scalping, ça a évité tout ce qui est CFD. CFD, c'est un peu l'équivalent, mais c'est en fait c'est géré par c'est de l'OTC, gré à gré, c'est géré par des brokers et c'est eux qui sont market makers, qui price le propre. Ils peuvent avoir des écarts en fait de prix. En plus, vous payez un spread qui est énorme des fois quand vous faites du buy sell entre vous buy sell en Dow Jones, Nasdaq. Ils se gardent sur les spreads et faites du scalping sur CFD. Normalement, ça a évité. Ça peut beaucoup de gens perdent de l'argent en scalping sur du CFD. 80% des amateurs perdent. Ça, c'est bon à savoir. Les professionnels utilisent des contrats futurs, d'accord? Parce que ils peuvent voir en fait les carnets d'ordre et le volume en temps réel. Et lorsque vous connaissez en temps réel le volume, là vous savez ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, d'accord? Alors, c'est quoi un contrat futur, un contrat option? Un contrat option, en fait, c'est un contrat de gré à gré qui vous permet en fait d'avoir le droit, mais non l'obligation d'exercer en fait la vente ou l'achat d'un sous-jacent. Ça peut être l'or, l'argent, Bitcoin, euh, n'importe quoi en fait, d'accord? Ça peut être le pétrole, etc. CAC 40 à un prix déterminé d'avance. Donc vous spéculez à la hausse comme à la baisse en fait, d'accord? Donc payez une petite prime au départ. Alors option, en fait les options les plus importantes c'est les options américaines. Vous pouvez exercer n'importe quand en fait. Et l'option européenne, c'est à l'expiration du contrat que vous pouvez exercer l'option. Prenons un exemple. Alors, vous avez par exemple peur que le prix d'une action baisse d'une banque. Ce que vous allez faire, vous allez acheter un call, d'accord? Acheter un call, vous spéculez en fait. Euh, non, pour faire simple, en fait, lorsque vous achetez un call, pardon, vous achetez un call, c'est que vous spéculez à la hausse. On va voir pourquoi. Le prix d'exercice de départ, prenez un exemple, 100 euros. Maturité 3 mois. Vous payez une prime de 5 euros. 15 jours plus tard, le prix de l'action monte à 135. Vous faites quoi? Vous n'êtes pas bête. Vous n'allez pas laisser filer l'opportunité en fait de prendre du gain. D'accord? Donc vous avez le droit d'exercer, d'acheter l'action à 100 euros. Et comme c'est coté sur le marché à 135, vous allez le vendre à 135. Voilà. Donc vous faites un gain de 35. D'accord? L'option américaine, en fait, c'est que vous avez une quantité, vous êtes obligé d'acheter 100 actions. Donc pour simplifier en fait le calcul, je vous ai fait en fait 35 fois 100. Et en fait, après, il y a le coût, la prime aussi, premium à enlever. En fait, ça vous coûte 500 en prime à payer, mais en fait, ça vous a rapporté 3000. D'accord? Donc, en conclusion, en fait, l'option, c'est une assurance. C'est une sorte de garantie lorsque vous n'êtes pas sûr également du sens. Et si vous pensez que le prix va baisser, eh ben vous achetez un put. Ici. On appelle ça un put. Buy the put. D'accord? Souvent, les traders professionnels, ce qu'ils font, lorsqu'ils spéculent avec des contrats futurs, sur 440 par exemple, DAX ou Dow Jones, lorsqu'ils sont pas sûrs du sens, ce qu'ils font, c'est qu'ils, lorsqu'ils achètent par exemple le 440, et pas de bol, le 440 chute. Donc, un trader professionnel, ce qu'il fait, c'est qu'il met une stop loss, d'accord? Donc, c'est une perte qu'il est prêt à accepter, et il se couvre en achetant en fait un put, d'accord? Ils vont
il achète un put qui lui permet, si ça baisse, le prix du CAC 40 baisse, et ben il va exercer le put sur CAC 40, il va se prendre un gain, d'accord? Il aura payé une petite prime au départ, mais il s'en sort. Il va s'en sortir. En fait. Il aura une perte, bien sûr ici, parce qu'il avait acheté le CAC 40. Bon, ça a tapé sa stop loss, il aura une perte acceptable, mais il aura gagné grâce à l'achat du put. C'est comme ça que les professionnels font normalement, d'accord? Les amateurs, ce qu'ils font, ils vont dans un broker CFD, ils essayent de faire du scalping, et avec des effets de levier, en plus vous payez des spreads énormes entre buy et sell, ça vous coûte cher déjà de prendre la pause, et vous n'êtes pas dans le bon sens. Si vous êtes dans le bon sens, coup de bol, le marché explose à la hausse, vous avez gagné, vous fermez ici, et là vous avez gagné. Donc mais c'est très dur de calibrer, de voir que le marché va exploser à la hausse comme à la baisse. Là en fait, Dow Jones, c'était en pré-ouverture, c'était pas encore open, ça c'était coté par les futurs en fait, et à 14h30 en fait il y avait un data qui était sorti, Export Price Index, Import Price Index, là dans le rouge en fait on a fait 0,7%, 0,2%, bon la logique en fait c'est un data pourri en fait, d'accord, qui est pas terrible. Le rouge, normalement un trader dans un moment logique, ils vont à découvert et ça fait chuter, tout le monde short, mais sauf que dans ce cas-là, les algo robots, ils ont fait l'inverse. Pourquoi? Parce que les mauvais data veut dire que peut-être que la Fed ne va pas hausser le taux aussi sévèrement que prévu en fait. D'accord? Les algo robots ont acheté à fond et ont fait exploser à la hausse. Les gens qui ont shorté, ils s'en fait rincer ici. D'accord? Après à 16h en fait, un data très important, et Michigan Consumer Sentiment et Inflation ici, très important data ici, et donc on est dans le vert ici, et bah ce qui s'est passé en fait, lorsque les data sont sortis, boum, dans le vert, ça explose à la hausse, les algos prennent du profit, vont, ça baisse ici, et petit à petit, les algos achètent, hein. Le marché ne voulait pas baisser le vendredi, comme il y a 2 semaines, comme le même vendredi, ça a poussé, les algos ont poussé pour atteindre presque 31 267. Après ça corrige un petit peu, mais si vous regardez le volume, toute la journée là en fait il n'y avait pas de volume. Alors en fait il n'y a que dalle comme volume, mais les algos ont poussé petit à petit, ont poussé, quelques shorts ici, mais finalement on fait exploser à la fin, je crois dans les 31 300, etc. Vous voyez le trading c'est ultra dangereux, le scalping, d'accord. Non seulement ça vous coûte cher en termes de frais, parce que vous payez des commissions lorsque vous prenez des pauses d'achat et de vente, et il y a beaucoup de manipulations, de contre-pieds. Faites attention quand vous faites du trading pour les amateurs en CFD, c'est très très dangereux en termes de, si vous avez beaucoup d'effets de levier, vous pouvez vous retrouver à découvert rapidement, en compte négatif, pardon, avoir un compte de trading négatif. Donc c'est pas un conseil d'investissement du tout, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe dans la bourse, etc. Les professionnels, ils s'amusent pas à faire du CFD, etc. D'accord? Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des contrats futurs, et au pire des cas, ils se couvrent avec des options. C'est la meilleure façon. Et tout ce qui se passe à la bourse traditionnelle, normalement, doit se passer dans le marché de la crypto, pareil. D'accord? C'est pour ça que, pourquoi Celsius Network, Crypto Hedge Fund ne se sont pas hedgés, n'ont pas couvert leur position de crypto-monnaie en vendant des contrats futurs ou bien en achetant du put. Tout ça existe hein, dans les exchanges. On peut shorter à découvert du Bitcoin parce que si vous anticipez que le marché va baisser, 2022 tout le monde savait qu'on était en baissier, marché baissier. Pourquoi Celsius n'a pas acheté les contrats short en Bitcoin, Ethereum pour se couvrir contre un marché baissier en 2022? Posez la question à Celsius, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Également ici, vous voyez le hedge fund crypto-monnaie Three Arrows Capital, pareil, des pertes énormes. Apparemment, peut-être qu'ils ont utilisé trop d'effets de levier, donc ils n'ont pas de gestion de risque, comme Celsius Network. Mais tout ce qui se passe, qu'on découvre en 2022 chez la crypto, se passait déjà comme ça dans la finance traditionnelle. Hein. Vous voyez, les hedge funds qui merdent, Implosions reach 5,9 milliards. Et il y a eu des banques qui ont fait faillite également, en 2008, 2010, etc.
rincé avec des appels de marge, etc. Donc vous voyez, et ce qui se passe extrêmement en 2022, le marché de la crypto. Et pourtant, il y a bien des instruments de couverture. D'accord? Autre chose, je voulais vous montrer la baleine de Londres à l'époque, en 2017, un Français, un centralien de Paris. Lui, il a fait fort. Il a fait perdre en fait 5,6 milliards à sa banque. Perte de courtage en fait, subie par la banque américaine en 2012. Une position énorme, je pense. Et il s'en sort vraiment parce que le mec, il s'en sort. En fait, il travaille pas. Centralien, il est à l'ancienne Natexis. Il passe des années tranquilles à Paris, maintenant au sud de Paris, couler ses jours heureux, parce qu'il a négocié en fait avec les autorités américaines et anglaises en fait ici pour s'en sortir. Et il s'en sort finalement. Vous voyez le problème de bon au niveau bancaire, vous avez tout big to fail. Au pire des cas, vous avez les banques centrales qui peuvent vous sauver, vous prêter de l'argent. Dans le cas de Celsius, il n'y a pas la banque centrale derrière, d'accord? Il faut trouver des investisseurs qui sont prêts à injecter de l'argent pour vous. Ce qui s'est passé, bon bah FTX, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté de l'argent pour BlockFin, pour sauver BlockFin, d'accord? C'est Celsius là, ils se sont mis en faillite pour restructurer leur société. Mais après, les gens vont avoir du mal à faire confiance à Celsius d'abord, hein, parce qu'ils n'ont pas été transparents dans la gestion des risques. Apparemment, ils n'ont pas de gestion des risques, hein, c'est clair, pour avoir des pertes énormes comme ça en crypto-monnaie, alors qu'il y a des contrats futurs, options, short possibles pour se couvrir contre la baisse des marchés. Alors, les traders, les tops des traders qui ont fait des pertes, c'est Jérôme Kerviel, Société Générale, 7,2 milliards. La baleine de Londres, 6,2 milliards. Là, c'était UPS, je me rappelle à l'époque, des ETF, 2,3 milliards. Je crois qu'il est en prison, il me semble. Et le plus connu aussi, Nick Leeson, il y a un film dessus, Rothschild Barons, 1,3 milliard, Singapour. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, en fait, chez crypto, dans la crypto-monnaie, se passe, en fait, c'est passé la finance et se passera toujours. Il se passera toujours malgré qu'on a des contrats qu'on peut shorter, on peut se couvrir. C'est ça qui est terrible, hein, alors qu'on a des contrats qui permettent de se couvrir contre la baisse du marché. Pourquoi les firmes n'utilisent pas des puts ou des shorts futurs pour se couvrir? Étonnant, vraiment étonnant. Euh, L'histoire se répète tout le temps. Alors, contrat concernant JP Morgan, autre chose, manipulation du prix de l'or et de l'argent. JP Morgan, l'extrader sale. En fait, c'est connu depuis longtemps que les banques en fait manipulent le prix de l'or et de l'argent pour le ramener à des niveaux assez bas. Vendredi, il a fait 1690 à peu près, 99 l'or. Mais on sait que c'est manipulé, d'accord? Mais lorsque vous êtes investisseur, l'or physique, vous l'avez, c'est pas grave. Vous achetez l'or physique, l'argent, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une assurance contre la récession, l'hyperinflation. C'est pas délirant d'avoir du BTC, Bitcoin dans votre portefeuille, d'éviter bien sûr d'avoir de la monnaie fiat dans votre banque, parce qu'on va voir après, regardez, ce qui se passe, l'euro s'effondre. L'euro était à 1,60 à l'époque, c'était en 2006-2007, très fort l'euro. Donc lorsque vous partez en vacances aux États-Unis, vous avez 60% de pouvoir d'achat en plus. Incroyable. L'euro s'est effondré en 2022 à 0,9 à cause de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui imprime trop de fausses monnaies. Forcément, en plus, aux États-Unis, il y a une hausse des taux. Le dollar étant la monnaie internationale reste forte entre parenthèses. Et forcément, l'euro s'effondre à 0,99. Les gens qui ont gardé de l'euro perdent de pouvoir d'achat de 60%. Également l'inflation qui explose aux États-Unis en zone euro. La double peine qui est terrible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais garder votre monnaie dans une banque. En plus, la banque peut bloquer votre transfert, votre retrait, etc. Comme Celsius qui bloque les retraits. Vous voyez, donc les riches, ils laissent très peu, ils investissent dans des actifs et c'est pour ça que leur richesse en fait explose en période de crise. Et lorsque le marché crache, ils vont racheter au plus bas possible. C'est ce qu'il faut faire, avoir un mindset de riche, ne pas garder votre argent en banque. Ça, c'est vraiment la morale de l'histoire. L'euro s'effondre et je ne sais pas à quel niveau l'euro va aller, peut-être à 0,88 ou à 0,85. Mais bon, il y aura des rebonds bien sûr, mais quand même, vous voyez le carnage.
la monnaie n'est pas stable en fait, hein, que ce soit l'euro, dollar, toutes les monnaies dévissent en fait, hein, parce que ils appliquent à peu près tous les mêmes systèmes de d'impression monétaire en fait, et hausse de taux par-ci par-là. Vous voyez, toutes les banques centrales font à peu près la même chose. Et la monnaie qui est forte entre parenthèses, en fait, c'est dollars parce que les investisseurs se placent en dollars pour avoir des intérêts, etc. Oui, donc mais si vraiment tout s'effondre, il n'est pas délirant d'avoir du Bitcoin, l'or, l'argent comme dans votre portefeuille, hein, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est important à savoir d'avoir un actif qui va vous couvrir contre les récessions et l'hyperinflation qui va arriver, ça c'est sûr et certain. Peut-être récession en 2023, possible et probable à cause de la hausse des taux. Est-ce que les banques centrales vont réintervenir comme en 2008, 2009? Ça, je suis pas sûr. Je sais pas. Peut-être, peut-être que non. Alors le BTC pour moi, il n'a pas atteint le bottom, hein. Je pense qu'on peut aller à 15 000, voire 12 000, mais il y aura beaucoup d'acheteurs. Lorsqu'on aura atteint 15 000, 12 000, même 10 000, honnêtement, il y aura beaucoup d'acheteurs. Mon point de vue à moi, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. Faites-moi un petit like également, et n'hésitez pas à nous suivre. On va rajouter le Nasdaq sur FGBox, que vous voyez en haut. On a mis Dow Jones qui fonctionne nickel, qui marche très très bien. Pour les gens qui n'ont pas le temps en fait de suivre la bourse ou le marché de la crypto, c'est assez pratique en fait pour moi de suivre les prix de Bitcoin, Ethereum. Je configure moi-même et ça me permet de voir sur mon bureau le prix de Dow Jones, le prix de Bitcoin, le prix de mon portefeuille, etc. qui évolue sans tout le temps checker mon téléphone portable, ce qui est vraiment chiant. En 2007, les gens étaient en train de checker tous les 5 minutes leur téléphone portable pour voir le prix des bitcoins, c'était hallucinant. Et là, FGBox, c'est vraiment pratique, pratique, pratique. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.